on est de retour pour une prochaine chronique faite, et je suis en compagnie de Nathan qui arrive dans le studio. Salut Nathan. Bonsoir à tous, heureux d'être reçu. De Tom qui est de retour, qui était déjà là tout à l'heure. Salut. Et d'Alexandra de Bonsoir. retour. Je te laisse la parole Nathan. Alors ici dans cette chronique on va parler un peu du lien entre l'art et l'extrême droite dans l'histoire. Du coup je vais poser quelques questions à Alexandra qui est un peu plus calée que moi sur le sujet. Tout d'abord, du coup ici on va regarder pourquoi l'extrême droite a pu constituer une menace dans l'histoire pour l'art. Donc voilà Alexandra, je voudrais te demander en quoi l'art peut-il être une menace, enfin considéré comme une menace pour l'extrême droite? Ouais, du coup, en fait, on peut un peu répartir finalement la réponse en 3 points. En fait, il y a un philosophe italien qui s'est beaucoup penché sur la question, qui s'appelle Umberto Eco, et qui en fait nous dit que le fascisme et l'extrême droite se méfient énormément de la culture. Et la raison, c'est que l'art, il est d'office critique et complexe, c'est un peu le fondement même de l'art, alors que le fascisme, lui, il va valoriser toujours la simplification. Et en fait, ça, c'est une séparation qui est hyper claire et qui fait que l'art représente une grosse menace pour l'extrême droite. Après, il y a un deuxième point aussi, c'est que, on le sait, il y a beaucoup d'artistes qui vont s'engager pour des questions liées aux droits de l'homme, aux droits fondamentaux, aux principes d'égalité, etc. Et du coup, pour cette raison-là aussi, l'art peut représenter une menace pour certains agendas politiques. Et la troisième raison aussi qu'on a trouvée, c'était que la culture favorise l'innovation, la diffusion de nouvelles idées, la créativité. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'extrême droite n'accepte pas et qui va totalement à l'encontre de ça. Et il y a aussi une dénonciation qui est faite souvent, par exemple, dans la satire ou bien dans les caricatures. Ça, c'est un exemple qui est hyper parlant et qui fait que ça peut être un outil hyper efficace pour ridiculiser en fait les politiques. Ah, et du coup, quand on voit par rapport à toutes ces politiques et cette menace que peut représenter, est-ce qu'il y a des moyens que peuvent utiliser des régimes fascistes, que peuvent utiliser plutôt des régimes fascistes, afin de pouvoir lutter contre cette menace? Ouais, bien sûr, il y en a plusieurs. Déjà, de base, ce qui revient souvent dans beaucoup de théories politiques, c'est une sorte de centralisation et un contrôle des institutions. Notamment en influençant par exemple le recrutement des intervenants ou bien la répartition des budgets, ça c'est un truc qui joue énormément aussi, l'organisation des structures, ça c'est vraiment aussi dans tout le côté vraiment institutionnel. Après, un grand classique aussi qui est cité par énormément d'auteurs, c'est le fait de réécrire un peu l'histoire, et ça on le voit aussi beaucoup, pour renforcer un sentiment nationaliste auprès de la population. Et après, ce qu'on observe aussi souvent, c'est une mise en avant de l'art à caractère nationaliste. Donc on va dire une sélection de l'art qui est présenté et la mise en avant d'un caractère nationaliste. Ça, c'est aussi une valorisation des œuvres, des expressions, une sélection qui est réalisée et qui revient aussi souvent, quoi. Et du coup, ici, est-ce que pour un peu expliquer, enfin, tu aurais des exemples qui nous permettraient un peu plus de concrètement réaliser les différents points que nous avons pu explorer autour de cette chronique? Ouais, en fait, j'ai préparé cette chronique avec Inès et on s'est dit que l'exemple qui pourrait le plus parler aux gens, c'est peut-être l'exemple de la France, parce que justement, par exemple, pour être co-citoyen, les gens ne sont pas forcément intéressés par la politique belge qui est hyper complexe, mais par contre, dès qu'on parle de la France, les gens aiment bien. c'est un peu touchy. Après, c'est vrai qu'ici, en Belgique, on est beaucoup, en tout cas, Wallonie, on est beaucoup touché par ce qui arrive en France, puisque voilà, on partage la même langue et c'est le gros pays à côté, quoi. C'est ça. Mais du coup, on a un peu repris l'exemple de la France et du Rassemblement national et on s'est concentré un peu sur 3 points. Premièrement, les programmes du RN, puis les discours du RN. Et après, le 3e point que moi je trouve super intéressant, c'est le fait que en fait, le Rassemblement national, du coup, il n'est pas forcément représenté à l'échelle nationale pour le moment, mais il l'est beaucoup au niveau des municipales, donc au niveau communal en France. Et du coup, ce que les politologues aiment bien faire, c'est un peu analyser ce qui se passe au niveau municipal pour imaginer et transférer ça du genre quid si jamais ça arrivait au national, quoi. Du coup, ça c'est un exemple qu'on peut un peu décortiquer ensemble. Déjà pour commencer, concernant les programmes, si vous lisez les programmes du RN, on se rend vite compte que déjà la question de la culture, elle est très peu développée. Déjà, la notion de culture,
si tu fais contre-lève dans les programmes, ce qui revient souvent, c'est des notions de grand remplacement, d'identité française, de dépossession culturelle, d'histoire, de religion, bien plus que le côté culture auquel on va instinctivement penser, donc plus artistique. Ouais. Oui. Deuxième chose aussi, c'est que la notion de patrimoine revient aussi souvent, mais là aussi, c'est vraiment abordé dans des questions identitaires et nationalistes, quoi. Donc voilà, et ça, c'est vraiment le côté programme. Après, il y a aussi les discours qui sont hyper intéressants à analyser et qui le sont beaucoup. Ça, je pense que c'est des mots qui vont peut-être vous parler parce que ça revient aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la présentation de la culture comme quelque chose de bobo, de wokiste, la valorisation de la culture populaire et pas de celle qui va pas dans notre sens, quoi, finalement. Ah oui, donc ça aide beaucoup. Ça, on va pas laisser l'art s'exprimer de lui-même, mais un peu diriger les... Ouais, c'est ça. Ouais, beaucoup, mais aussi le mentionner dans le côté qu'on souhaite, comme tu viens de dire. Et du coup, le troisième point, c'était vraiment cette analyse dans le côté plus communal. Et là, il y a vraiment une séparation qui est hyper intéressante qui peut être faite entre les années 90 et aujourd'hui. Parce que, je sais pas si vous savez, mais c'est dans les années 90 que l'extrême droite va s'emparer en fait, de certaines villes importantes en France. Et là, il y aura une stratégie vraiment différente de celle d'aujourd'hui parce que la stratégie, elle sera vraiment de créer un sorte de choc, de revendiquer des villes dirigées différemment et de mettre en avant ce côté différent finalement. Et ces décisions-là, elles seront scrutées par les médias et déclencher vraiment des mobilisations super importantes. Et là, le but, c'est vraiment de choquer dans les années 90. Et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs scandales à ces moments-là qui peuvent être assez parlants. Il y a par exemple eu des contrôles dans des bibliothèques, des censures de certains médias, etc. Des pressions sur des artistes, des réductions de budget pour des associations, etc. Donc ça, c'est vraiment plus dans les années 90, alors qu'aujourd'hui, c'est une stratégie qui est totalement différente parce que le but, c'est au contraire de rester vraiment discret et soucieux de ce que les médias vont dire. Il y a vraiment un objectif de dédiabolisation. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et voilà. Alors qu'en réalité, les politologues observent quand même un manque d'intérêt pour la culture dans les programmes, comme je l'ai dit avant. Et voilà, donc ça c'est vraiment aujourd'hui, quoi. Dédiaboliser, alors que concrètement, dans les faits, il n'y a pas grand-chose dans les programmes. Par exemple, les postes d'adjoint à la culture, ça sera des postes un peu mis de côté, dans des cumuls de mandats, etc., quoi. Ah oui, donc on va pas voir l'art qui va être mis au premier plan dans ces municipalités. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout une priorité, en tout cas, dans les programmes ni sur le terrain, quoi. Et maintenant vu qu'on a un peu pu parler d'extrême droite en général, enfin d'extrême droite, on n'a pas vraiment pris le temps de le définir. Donc ici, qu'est-ce que ça peut représenter? Bon, on a ici l'exemple du RN en France, mais dans un cas plus général, qu'est-ce que peut représenter l'extrême droite? Ouais, en vrai, c'est une question hyper intéressante parce qu'on entend énormément parler d'extrême droite, mais au final, qu'est-ce que ça représente? Il y a Audrey Van de Leyen, qui est une professeure de Sciences Po à l'ULB, qui a défini ça de manière hyper simple en disant que juste, c'est l'idéologie qui se situe tout à droite, tout simplement, du spectre de l'idéologie de droite. Mais elle a aussi décrit 3 caractéristiques qui peuvent être vraiment pertinentes pour analyser ça. La première, c'est le nativisme. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça ne me parlait pas du tout. Non. En gros, le nativisme, non. c'est le fait que ces partis d'extrême droite vont considérer qu'il y a 2 groupes dans la société, qu'il y a une vraie séparation, Ouais, ok. un vrai dualisme entre le nous, donc le groupe natif, le groupe de base, et puis eux, c'est-à-dire les autres, et l'extrême droite va exclure ces autres. Donc ça, c'est le premier point. Après, on a l'autoritarisme, c'est-à-dire le fait que ces partis d'extrême droite estiment que l'État a le droit d'être autoritaire, en fait, et que cet autoritarisme va s'exercer surtout envers ses autres. Voilà. Et après, le troisième point, c'est plus une conception un peu particulière de la démocratie, et c'est le fait qu'il va y avoir une vraie distance avec les fondements de la démocratie, la séparation des pouvoirs, et une difficulté aussi à accepter, par exemple, les décisions de justice. Donc ça, c'est un peu les 3 points principaux. D'accord, merci pour ta chronique. Écoute, mais oui, merci beaucoup Alexandra d'avoir apporté quelques précisions là-dessus et merci pour la définition à la fin. Je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui